Bonjour à tous, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Carole, plus connue sous son pseudo Tentage de trucs. Elle est aujourd'hui Talent Acquisition Manager chez Murphy. Elle revient sur le rapport à Notion et au recrutement, sur ses usages au quotidien et sur son enquête autour de l'inclusion dans la communauté Notion, mais aussi sur son engagement sur le no-code. Cet épisode est le dernier de la saison 1. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours tout au long de cette première saison. Le podcast Notion Explore reviendra à la rentrée pour une toute nouvelle saison. D'ici là, n'hésitez pas à consulter la newsletter et le site de Notion Explore qui continuent à être alimentés pendant l'été. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Carole. Salut Tony. Comment tu vas? Ça va super. On est en dernière ligne droite avant les vacances, donc ça va. Ah bah top. Puis du coup, le soleil est parmi nous aussi, c'est pas mal en ce moment. Euh, du coup, merci de venir dans le podcast. Il y a- Est-ce que du coup, tu peux commencer par un peu te présenter du coup, un peu qui tu es pour ceux qui te connaissent pas. Du coup. Ouais, alors je suis Carole David. Je vais bientôt avoir 38 ans et je vis à Nantes. Et initialement, j'ai une formation en psychologie sociale. Et j'ai fait la quasi-totalité de mon parcours dans des fonctions de RH et de recrutement. D'abord chez Louis Vuitton, en contexte industriel en Vendée et au siège. Et puis après, pendant 6 ans, dans un cabinet de conseil nantais qui s'appelait l'Étincelle RH, sur plein de fonctions, plein de secteurs d'activité. Et en fin 2020, j'ai décidé de quitter mon job pour me réinventer et aller explorer d'autres sujets sans savoir la destination finale, en me disant que peut-être je reviendrai au recrutement, peut-être pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé par vouloir consolider des compétences et une pratique sur des outils que j'avais déjà découverts dans mon job précédent. Donc des outils qui s'appelaient Notion, Airtable, Typeform, que j'appelais pas du tout encore no code à l'époque. Et je me suis inscrite sur les formations de contournement un peu par hasard. Et à la fin de la formation Airtable avancée, Alex nous incitait fortement à rejoindre le Slack No Code France. Donc, je pense qu'à l'époque, là, ça devait être en novembre 2020, il y avait peut-être 2000-2500 personnes. Et j'ai débarqué dans la communauté No Code à ce moment-là. Et donc là, j'ai passé 2 années de freelancing sur des sujets divers et variés qui m'ont permis d'explorer les thématiques du no-code, mais aussi du produit, de la user research, ce qui a fait beaucoup de ponts avec ma formation en psychologie sociale initiale et qui finalement m'a amené à recréer des parallèles avec mon métier de recruteuse en travaillant sur l'expérience candidat et l'expérience candidate. Et donc, de fil en aiguille, j'ai remis un doigt, puis le bras, puis l'épaule et le corps tout entier, puisque j'ai finalement décidé de rejoindre une entreprise en tant que salarié en décembre 2022 sur une thématique de recrutement. Et donc, aujourd'hui, je travaille chez Murphy, qui fait la réparation à domicile d'électroménager et du reconditionnement, donc la remise à neuf d'électroménager qu'on vend sur notre boutique. Ouais, ton parcours est hyper complémentaire, je trouve, du coup, dans la continuité, en tout cas, je veux dire, entre tout ton départ, justement, sur tout ce qui est la psychologie sociale, le recrutement, et puis, du coup, de revenir en salarié après toute ton expérience, du coup, de nouveau en Indé. Je trouve que ça doit être hyper passionnant, du coup, au quotidien, du coup. Justement, tu es aussi connu avec le nom Tentage de trucs, du coup. Comment t'en es arrivé justement un peu à cette ode en fait à l'expérimentation? Comment... Alors, initialement, c'était un peu un effet de hasard et presque une blague, c'est-à-dire que alors j'ai quitté mon job vraiment en me disant ce serait trop simple de repartir sur du freelancing en recrutement et je sais que si je remets les pieds dedans, j'en ressortirai jamais. Et j'avais déjà commencé dans les années précédentes à m'intéresser notamment aux questions de design
notamment via une formation à l'école de design de Nantes en design de service, et à me rendre compte à quel point aller regarder comment d'autres métiers fonctionnent pouvait m'inspirer et pouvait s'infuser dans les pratiques de recrutement. Donc j'avais cette idée-là de dire je vais aller explorer, me former à d'autres pratiques, et puis soit ça m'amènera carrément à une réorientation, soit finalement à revenir à mon métier de recruteuse, mais inspirée de ces pratiques-là. Et en fait, quand j'ai quitté l'étincelle RH, s'est posé la question de qu'est-ce que je mets sur LinkedIn. J'avais pas envie de mettre en recherche d'un nouveau projet. J'avais pas envie de laisser mon job de l'étincelle non achevé. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, j'ai mis tentage de trucs, voilà, vraiment pour la blague. Et en fait, j'étais complètement surprise et dépassée par les retours que j'ai eus, puisque en fait, il y a plein de gens qui tombaient sur mon profil par hasard, qui rebondissaient spontanément, qui venaient me proposer des contacts en disant mais en fait ça me parle vachement, vous avez formalisé, mis sous forme d'un concept, quelque chose que je vis complètement. Donc j'étais vachement surprise et en bien, c'était rigolo. Donc j'ai décidé de pousser le concept, en tout cas le truc, en revendiquant aussi ça comme une posture, et même en donnant ce nom à mon site internet, en créant tentagetrucs.fr pour en faire une sorte de portfolio de mes activités et de mes expérimentations. Cool, c'est vrai que je me posais la question justement un peu de l'histoire derrière le nom. C'est vrai que moi ça me faisait penser justement un peu au terme du coup slasher, du coup tout le côté multipotentiel du coup en termes de métiers ou autre, où je pense qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui s'expriment dans plein de domaines différents. Et c'est vrai que moi le terme slasher j'ai un peu de mal du coup à identifier du coup. En tout cas, je trouve que c'est un terme qui est anglophone. C'est un peu, on reparlera peut-être tout à l'heure sur le côté inclusion, mais c'est vrai que du coup c'est un terme anglophone, donc pour moi qui est pas forcément hyper représentatif, en tout cas qui a du mal peut-être à être compris du coup. Et c'est vrai que du coup ton pseudo du coup il y a tentage de trucs, je trouve qu'il s'apparente assez bien du coup à ce côté expérimentation en continu quoi. Ouais, puis pour moi, puis je pense que c'est ce qui fait que des personnes se sont reconnues, c'est que y a pas d'ambition ou euh, de niveau particulier. C'est très accessible en fait comme terme, et le fait que ce soit d'ailleurs même pas un mot qui existe vraiment dans le vocabulaire français fait que il y a effectivement pas de posture d'ambition, donc ça rend à la fois le concept accessible et ça me rend accessible pour les personnes qui veulent en discuter. Et moi, c'est pareil, je me reconnais pas tellement dans le terme slasher. En plus, je trouve que ça relève beaucoup de la légitimité d'une activité parce que tu peux la monétiser. Et donc, vraiment, ça recouvre des activités, on va dire, forcément professionnelles et monétisables. Alors que pour moi, le tentage de trucs, c'est juste d'essayer des choses et qui peuvent être tout à fait de l'ordre du professionnel que de l'ordre du loisir. Ça peut tout à fait être, je sais pas, de la musique, que de la cuisine, que n'importe quoi. C'est juste cultiver de la curiosité et face à un nouveau sujet, de se dire bon ok, je vais aller le regarder, l'explorer, et puis peut-être que j'en ferai quelque chose, peut-être que ça donnera rien, peut-être que j'abandonnerai et que je m'y remettrai jamais, mais c'est pas très grave. Du coup, dans les tentages justement de trucs extrêmes, du coup, tu fais aussi du chant, du coup, il me semble. Ouais, oui, j'écoute beaucoup de musique, la musique un peu énervée, beaucoup de punk rock notamment, et j'ai chanté avec des copains dans un groupe, et effectivement, la notion d'écrire des textes, de trouver des mélodies, ça fait partie pour moi de cette démarche-là, où là, un exemple que je donnais il n'y a pas longtemps, d'avoir fait une reprise d'un titre d'un groupe qui s'appelle Poésie Zéro. Et pour le coup, je pratique pas d'instrument, mais en essayant de reproduire des mélodies avec des ustensiles de ma cuisine ou de mon salon, c'était plutôt rigolo, et ouais, complètement dans cette démarche de j'essaye et puis on voit ce que ça donne.
hyper passionnant. Et du coup, par rapport à Murphy et tout ton parcours du coup sur le côté RH, comment tu vois l'évolution justement à travers le temps du recrutement en fait du coup et par rapport en fait à ton poste actuel où du coup par exemple t'es du coup talent, enfin on parle plus de talent acquisition Mm. manager et avant du coup il y avait plutôt le côté RH plus classique en quelque sorte. Comment tu vois cette évolution Effectivement, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur le marché, puisque j'ai commencé à recruter, ça devait être en 2007, 2008, pendant mon année de césure. Euh, la plus grosse différence, c'est que à cette époque-là, on était quand même encore dans des stratégies un peu attentistes, à se dire on a besoin de gens, ben, on va faire une annonce qui est le plus souvent une annonce qu'on copie-colle de la dernière fois qu'on a eu à recruter un poste, et puis on va la diffuser sur notre site ou sur un job board, et puis on va attendre de voir. Euh, et du coup, on était potentiellement parfois même submergé par les candidatures. Quand j'ai bossé chez Louis Vuitton au siège, il y avait un petit peu de ça, à tel point que on était un peu en mode pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, en tant que personne RH, personne recruteuse, on se positionnait comme étant le moins visible possible. Et c'était juste les prémices euh, on va dire, de la démocratisation de LinkedIn, mais on y allait à petits pas en se disant, oh là là, il faut surtout pas qu'on accepte les gens, on va se faire envahir par des hordes de zombies assoiffés de sang et de postes à pourvoir. Et ça, clairement, c'est un truc qui a été révolutionné euh, déjà dans, je veux dire, la dernière dizaine d'années, parce que on s'est bien rendu compte que le marché bougeait et que petit à petit, il allait falloir devenir plus proactif, déjà être plus attentif dans la manière de parler de l'entreprise, de parler du poste, donc avec plus d'exigences sur comment on crée une annonce, comment on développe potentiellement une marque employeur, un site carrière, et puis comment on peut être plus proactif aussi pour aller carrément à la rencontre de personnes et créer des connexions avec des personnes qui n'auraient pas eu le réflexe de venir nous voir parce qu'elles sont pas en poste, enfin parce qu'elles sont pas en recherche, pardon, ou parce que elles connaissent pas l'entreprise. Et moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un changement passionnant et qui est vraiment intéressant parce que ça rééquilibre un petit peu les forces et ça donne aussi des relations et des discussions qui sont beaucoup plus intéressantes quand on cherche de part et d'autre à avoir une posture et d'attraction et d'évaluation. Euh, et ça nous amène en tant que recruteur à passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'apporter des éléments de projection sur comment ça fonctionne dans l'entreprise, à quelle sauce la personne va être mangée. Et, et je trouve que ça nous amène à avoir aussi plus d'impact en interne parce que notre rôle, enfin, en tout cas moi tel que je le considère, c'est aussi d'amener en interne la perception que les gens peuvent avoir de l'entreprise. Et ça peut avoir de l'impact sur derrière réviser des éléments d'organisation du travail, de rémunération, de sujets divers et variés. Donc on n'est plus dans un job presque de l'ordre de boîte aux lettres, Ouais. tel que ça pouvait être le cas il y a encore 10-15 ans, mais vraiment dans un job d'interface qui vise à aller chercher des profils pour l'interne, et du coup amener la projection pour ces profils-là sur comment fonctionne l'entreprise, et puis du coup à récupérer aussi de la donnée pour alimenter en interne la compréhension de comment on est perçu et comment on peut faire évoluer les choses, quoi. Et justement, tout ce qui est euh, en lien avec la psychologie sociale, du coup, c'était quelque chose qu'au départ, justement, il n'y avait pas autant peut-être d'impact du coup sur autour, alors que maintenant beaucoup plus. C'est un peu ce que tu exprimes. Euh, c'est possible, en tout cas, je pense pas que les apports, on va dire, de la psychologie ou de toute autre on va dire, réflexion théorique ou justement Mm. d'apport d'autres pratiques était aussi fort. On restait très en vase clos à l'époque. Et le fait d'être contraint par cette évolution du marché, de voir que les choses ne fonctionnent pas aussi facilement qu'à une époque, a forcé à aller s'inspirer d'autres disciplines et
effectivement, la dimension psychosociale a été particulièrement intéressante pour ça. Alors, moi, j'ai connu notamment à l'étincelle RH quand même dès 2014, quand je les ai rejoints, des apports de la psychosociale euh, hyper marquants et dans l'ADN de l'entreprise parce que sur toute la partie évaluation, donc rencontre avec les profils, passation d'outils, il y avait cet enjeu de se référer à la psycho et à la psychologie sociale. Donc, c'était déjà très marquant dans ce cadre d'intervention. Mais par contre, là où la psychosociale a été super intéressante dans les dernières années, c'est pour parler de l'engagement et de comment je fais en sorte, une fois que je commence à prendre contact avec des profils, d'optimiser cet engagement pour les amener petit à petit à l'étape d'après, et puis à l'étape d'après, et puis à accepter un poste, et puis à les retenir dans le temps dans l'entreprise. Et pour le coup, effectivement, la psychologie de l'engagement est une grille de lecture vachement intéressante pour ça. Le côté ensemble, c'est vrai que c'est hyper, ça permet d'aller beaucoup plus loin sur la notion d'impact, du coup. Et du coup, comment tu vois un peu le côté diversité aussi associé au côté RH? C'est vrai que, enfin, moi j'ai aussi une casquette sur l'inclusion numérique, mais aussi sur la reconversion. C'est vrai que c'est un sujet moi qui me tient vraiment à cœur, du coup, le côté où je trouve qu'il y a une bulle en fait, numérique qui est assez conséquente, mais qui représente aussi une énorme opportunité en termes d'emploi pour, par exemple, je viens des quartiers populaires du Havre, c'est un domaine qui permet justement d'émanciper en fait beaucoup de choses, je trouve, au numérique. Mais il y a encore pas mal de barrières, notamment au niveau RH, des fois, pour passer un certain nombre de choses. Comment toi, tu vois, ce côté-là, en fait, par rapport la question de diplôme, la question des entretiens, après, c'est une question assez large, du coup. Ouais, c'est une question assez large. Effectivement, je pense que historiquement, alors notamment sur des métiers du numérique, il y avait cette barrière du diplôme parce que ça représentait des études longues, souvent, enfin, des études d'ingénieur ou en tout cas dans le développement informatique, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, de fait, qui dit études longues écarte un certain nombre de profils. Historiquement, il y a aussi comment dire, une mixité qui n'était pas forcément au rendez-vous. Alors je ne vais pas refaire l'histoire Oui. des métiers du numérique, mais on sait bien qu'à un moment donné, il y a eu des femmes et qu'elles ont été invisibilisées, sorties de ces métiers-là au profit des hommes, et qu'on a encore des difficultés pour faire marche arrière. Euh, donc, c'est là où justement des thématiques comme le no-code ou potentiellement plus largement des bootcamps, etc., ont vocation à compenser ça et à proposer des alternatives pour que des profils puissent arriver dans ces métiers du numérique. Maintenant, moi, je regarde tout ça avec un peu de recul et de, de distance et surtout pas de fantasme parce que un des trucs qui a été marquant dans mon arrivée dans la communauté Nul No Code, c'est que justement je voyais beaucoup de discours autour de ça va être génial, limite ça va être magique, il n'y a pas besoin de savoir coder, donc on va voir, je parlais de hordes de candidats qui se présentent sur LinkedIn, là on va avoir des hordes de profils éloignés du numérique débarquer et qui vont pouvoir construire leurs propres applications, leurs propres sites web, ça va être extraordinaire. Mais dans la réalité, ce que j'observais sur le Slack, c'est que en fait, on retrouvait quand même, grosso modo, donc sur le Slack, mais aussi sur les prises de parole, sur Twitch, sur les webinars, sur les events, sur les meet-ups, etc. On retrouvait quand même essentiellement des hommes blancs, hétéros, à peu près du même âge. Et certes, une petite diversité qui était présente, mais pas dans des proportions telles que le laissaient imaginer ces discours-là, quoi. Donc j'ai commencé un peu à questionner le sujet avec un peu d'écho et de l'intérêt et une vraie curiosité de la part de plein de gens de la communauté. Et un des premiers trucs qui m'a en fait sauté aux yeux, c'est que tout le paradoxe,
c'est que justement ces nouveaux dispositifs, ils ont vocation comment dire, à permettre à des gens qui ne pouvaient pas faire jusqu'ici de faire. Et du coup, ça vient alimenter un discours de, bah, en fait, maintenant, c'est juste une question de volonté et plus de capacité. Et donc, quand on veut, on peut. Et tout le paradoxe, c'est que pour moi, ça vient invisibiliser tout un tas de facteurs, de contraintes qu'on ne voit pas et qui sont autant de barrières à l'entrée sur ces métiers-là, quoi. Donc, j'utilise souvent l'exemple de la course à pied où là, pareil, on dit la course à pied, c'est accessible, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'équipement particulier. Et en réalité, quand on commence à regarder dans le détail, bah, pour faire de la course à pied, il faut quand même pouvoir s'acheter des baskets. Est-ce que tout le monde peut s'acheter une paire de baskets adaptées à la course à pied? Il faut quand même avoir deux jambes. Ah, c'est con, mais tout le monde n'a peut-être pas deux jambes ou deux jambes en état de courir. Et puis, il faut pouvoir sortir de chez soi. Et bah, on a vécu des années avec des premiers confinements qui montrent que c'est pas si simple que ça, en fait, d'être autorisé à sortir de chez soi. Et quand bien même on est autorisé, bah, est-ce que on peut faire garder ses enfants ou avoir un conjoint qui garde les enfants à la maison pour pouvoir sortir de chez soi? Donc en fait, oui, tout le monde peut le faire, mais dans la réalité, il y a quand même tout un tas de facteurs qui doivent être réunis. Et pour accéder au métier du numérique, et ben, en fait, c'est pas juste enlever la barrière à l'entrée de 5 années d'études pour devenir ingénieur. Et pour bah, faire du no-code ou faire des bootcamps, c'est exactement la même chose. Bah, il faut avoir un ordinateur. Et en fait, on oublie de notre œil privilégié que tout le monde n'a pas forcément accès à un ordinateur chez soi. Ou en tout cas, parfois, il faut le partager. Ou tout le monde n'a pas la possibilité de s'isoler dans lieu de vie parce que il y a des frères et sœurs, il y a des enfants, etc. Où tout le monde n'a pas une activité, on va dire professionnelle qui permet d'avoir un side project ou le soir de réinvestir la charge mentale, de l'énergie pour voilà se développer, etc., etc. Donc je trouve que les moyens pour se développer, certes, apportent des alternatives, mais ce serait dangereux de considérer que c'est des solutions magiques. Et de l'autre côté, côté RH, effectivement, il y a, alors moi, je ne suis pas spécialiste du recrutement de ces métiers-là, mais je vois bien dans les communautés, dans les discussions avec des pairs recruteurs et recruteuses que mais en fait, c'est pas si simple de se dire que c'est pas, pardon, on est en pénurie et donc automatiquement on va donner sa chance à des personnes qui sortent de bootcamp. C'est pas, voilà, c'est pas aussi simple. Les managers sont pas forcément toujours matures pour ça. Et puis, ben, en vrai, les compétences développées sur ces formats-là sont pas non plus exactement les mêmes que sur des formats plus longs. Donc, bah, effectivement, je pense pas qu'on ait trouvé aujourd'hui le moyen de craquer de façon simple les questions d'accès à ces métiers-là et de vraiment développer la diversité, quoi. Et le risque, ce serait de penser que aujourd'hui, ça y est, c'est bon, c'est gagné, que tout le monde est suffisamment ouvert, n'a plus de biais, qu'on a les moyens de former les gens de façon plus accessible et qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qui est un peu le discours justement d'acteurs Mm. publics notamment, c'est vrai que ben, moi j'étais dans la crise euh, à casser un projet d'école que j'étais en train de faire sur la reconversion. Et c'est vrai que donc c'est un sujet que je pousse pas mal en fait autour. Et c'est vrai que bah, je vois beaucoup de personnes faire justement, bah, comme tu dis, des bootcamps, faire des formations courtes que moi que j'allais proposer en tout cas aussi, mais qui se heurtent à la barrière de la réalité et et encore plus en fait en ce moment, ce qui est aussi frustrant parce que je trouve que par rapport à quelques années, on est encore plus, c'est encore plus un peu open bar en mode il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, alors que le marché aujourd'hui il est quand même plus complexe que du coup il était il y a quelques Ouais. années. Il y a quand même une situation de crise, même si voilà, beaucoup de monde Mm. ne veulent pas forcément parler de crise dans le numérique. Il y a des chiffres qui quand même en attestent depuis pas mal de mois. Et on le sent du coup tout simplement. Donc c'est vrai que du coup c'est frustrant quand du coup tu Mm. parles avec des personnes qui ont fait le choix, soit parce que bah, éloigné de l'emploi, que les acteurs publics
dit qu'ils mettaient l'accent dessus, et que tu discutes avec eux et que tu leur dis, bah, en fait, bah, le marché, il n'est pas ça, en fait, du coup, là, actuellement. Mm. Donc, tu vas devoir peut-être, ça va permettre d'avoir des billes sur le métier, par exemple, de développeur, pour peut-être aller peut-être sur d'autres types de supports, d'autres types de métiers autour. Mais sur ton métier principal, pourquoi tu as fait cette formation? Bah, clairement, tu vas devoir revoir un peu ce que tu avais. Voilà. Et c'est vrai que bah, c'est un peu le rôle, du coup, là, des acteurs publics qui accompagnent, de faire Mm. correspondre aussi, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, sur la compréhension de l'ensemble, du coup, sur l'évaluation, euh, il y a un côté public qui n'est pas forcément fait, en tout cas, je trouve encore à ce niveau. Ouais, en tout cas, enfin, je pense que c'est difficile pour des acteurs Mm. publics d'être en plus dans l'instantanéité des besoins. Donc, bah, finalement, quand les gens pensent reconversion ou formation, ils regardent ce qui existe sur le marché, justement, en termes d'offres de formation. Et c'est difficile bah, de savoir derrière ce à quoi ça peut amener en termes de réalité et de marché, et d'autant plus que bah, ces réalités de marché, elles peuvent être mouvantes et que s'ils s'engagent pour une formation qui parfois peut faire 1 an, 2 ans en alternance, ben, le marché a le temps d'être complètement bouleversé d'ici là, quoi. Et comment, si on tourne un peu autour de Notion, c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé depuis le Ouais. départ, mais je trouve important, ouais, de discuter de tous ces sujets-là parce que voilà, ça fait le lien aussi avec beaucoup de choses dont on va parler aussi. Comment Notion t'en est arrivé en fait à l'utiliser? Comment était ta relation en fait avec l'outil au départ? C'est intéressant de parler de relations parce que je pense qu'il y a un truc un peu affectif qui s'est créé avec Notion. J'ai eu la chance d'avoir un collègue, Fabrice, et je le salue encore une fois parce que je ne le remercierai jamais assez de nous avoir fait découvrir Notion, qui l'a découvert assez tôt et qui nous l'a présenté au sein de l'équipe de l'Étincelle. Ça devait être mi-2019, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, sur le deuxième semestre 2019. Et là, typiquement, bah, moi, quand j'ai vu l'outil, j'étais déjà curieuse de façon générale des outils et de les manipuler. Mais là, j'avais très clairement des étoiles dans les yeux en comprenant qu'on pouvait créer des pages, potentiellement les diffuser sur le web juste en cliquant sur partager. Enfin, je trouvais ça absolument dingue. Et donc, très vite, en fait, on a trouvé des cas d'usage. Le premier étant de créer un wiki de notre activité recrutement au sein de l'équipe. Donc, on a beaucoup poussé l'utilisation à travers cette utilisation collective, aussi beaucoup de documentation, de prise de notes à titre individuel. Et bah, quand je suis devenue freelance, alors la formation Notion n'existait pas encore chez Contournement. Euh, Au début, j'ai commencé à me former, donc j'ai commencé par Airtable. Et quelques semaines plus tard, Alex et Erwan m'ont proposé de bêta-tester leur formation. Donc, je me suis positionnée et j'ai testé la première version. Et là, j'ai vu à quel point d'une utilisation empirique et du coup très, très basée sur la construction de pages et d'arborescence de pages les unes dans les autres, qui était déjà génial en termes de retour sur investissement personnel. Je voyais un truc extraordinaire en commençant à toucher les bases de données. Donc je suis complètement tombée dedans, ce qui du coup m'a donné envie d'utiliser Notion comme base pour créer mon site internet. Donc du coup, je suis partie d'une grosse base de données en back-office en utilisant super.so pour recréer des pages statiques et mettre en évidence ce que j'avais envie de montrer et des thématiques. Et donc, enfin voilà, j'allais dire presque une histoire d'amour avec Notion parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus quotidiennement, tant bon, sur des sujets pro que des sujets perso. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai presque un peu honte de dire ça, mais j'aurais du mal à vivre sans, au point que effectivement, en arrivant chez Murphy, je ne m'étais pas posé la question en amont, mais quand j'ai su qu'ils utilisaient Notion, ça a été une espèce de soulagement. Euh,
en me disant ah bah oui, je ne vais pas être obligée d'abandonner Notion sur tout un peu de ma vie professionnelle, quoi. Hyper. Donc oui, c'est un En peu fait, passion Notion, quoi. c'est marrant que du coup tu dises le côté indispensable, le côté un peu, Mm, même si on le reconnaît pas trop, le côté un peu addictif en fait, ou un peu notre second cerveau est un peu autour, mais à tout niveau. Je crois que tout le monde en fait dans le podcast qui est passé du coup à chaque fois disait exactement la même chose. mm. C'est pour ça que du coup le terme relation il est intéressant je trouve du coup. Ouais, tout à fait. Et justement cette relation elle est construite aussi à travers le temps et en fait il y a une appropriation au fur et à mesure de l'outil. Comment, toi, elle s'est faite, en fait, cette appropriation je pense que, du coup, t'as voulu, du coup, peut-être expérimenter, justement, différentes choses autour. Comment tu vois cette appropriation et aussi par rapport à d'autres personnes, peut-être, tu vois, le concept de base de données, justement, dont tu évoquais là, Mm, c'est quelque chose qui est pas tellement accessible, du coup, à tout le monde, on va dire. mm. Comment tu le vois, du coup Bah, moi, l'appropriation, elle s'est faite alors par des itérations personnelles pour aller voilà, chercher, construire un peu des choses, les améliorer. Ça a été beaucoup aussi d'observation, donc de mon collègue Fabrice, qui lui, pour le coup, avait déjà une utilisation avancée, avait déjà une utilisation des bases de données, donc il avait commencé à voilà, mettre une graine dans mon esprit, au moins par rapport à la compréhension de la puissance vers laquelle on pouvait aller si on raisonnait avec des bases de données. Sans que je l'ai forcément mis en œuvre moi-même à cette étape-là. Et après, effectivement, vraiment, et moi, ce que je conseille, c'est le fait de passer par une formation, euh, permet de reprendre les bases et justement de reprendre des concepts qui permettent d'avoir une compréhension vachement plus aboutie de l'outil. Après, ça ne veut pas dire qu'on optimise toujours l'outil. Et clairement, moi, je ne considère pas du tout que mes différents espaces de travail, parce que j'en ai un perso, un pro, sont optimisés. Loin de là. Je continue encore à créer des pages à la volée euh, et à les additionner dans ma colonne, dans la colonne de gauche. Mais euh, c'est bête, mais j'ai conscience que je pourrais potentiellement le faire. Et là, par exemple, d'un point de vue très pratique, depuis que je suis arrivée chez Murphy, donc je travaille sur différents recrutements. Et pour un recrutement, il va y avoir un brief de poste. Pour le même recrutement, moi, je vais aller travailler pour faire un benchmark sur des offres à peu près identiques à l'externe chez d'autres employeurs, aller voir des référentiels de profil à titre de benchmark. Je vais recenser aussi des typologies de messages d'approche pour des candidats ou des contenus de mails récurrents. Je vais recenser ma trame d'entretien structuré dedans. Et là, pour l'instant, parce que je suis sur un nombre de postes qui a été relativement limité, j'ai créé des pages à la volée, mais je sais que c'est en prévision à terme de construire une base de données. Mais une fois que j'aurai fait mon expérience sur les process et la méthodologie, pour vraiment bien construire ma base de données par rapport à mon besoin. Parce que je considère que faut aussi choisir ses combats et que dans la notion d'optimisation ou de gain de productivité, ben, c'est pas toujours une bonne chose que de vouloir absolument construire les choses en amont et que parfois tester, itérer et faire un peu de façon brouillon et pas optimale permet aussi de comprendre comment on va fonctionner à terme et du coup de construire là en l'occurrence une base de données qui sera nourrie d'itération et de réflexion et qui m'évitera peut-être des allers-retours sur, sur son organisation. Ce qui fait écho justement à la notion à la notion d'efficience vs productivité. Mm. Ouais. C'est vrai que moi je parle plus d'efficience parce que la productivité, elle fait écho aussi à de l'optimisation au sens peut-être aussi économique et autres autour. Ouais. Alors que l'efficience, elle est pour moi beaucoup plus en rapport avec le process, avec le besoin. Et est-ce qu'on en a besoin ou pas forcément? Du coup, c'est la notion d'impact aussi. Et donc, dans ce que tu dis, justement, ça s'entend aussi, du coup. Et donc, Ouais. c'est vrai que ça met l'écho sur vraiment comprendre.
le besoin, Mm. itérer, du coup, donc ce que tu fais justement parfaitement. Alors, parfaitement, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très déculpabilisée par rapport à mon utilisation de l'outil. Et effectivement, l'idée, c'est de comprendre qu'il peut y avoir de la marge et de la puissance à aller chercher des fonctions avancées, par exemple, mais pas forcément se sentir esclave de l'injonction d'aller absolument utiliser toutes les ressources de l'outil. Et ça, c'est un, un truc que j'ai beaucoup entendu en termes de retour de la part de femmes que j'ai interviewées l'année dernière en ayant fait une étude donc, sur la pratique de Notion et en essayant de comprendre pourquoi est-ce que dans la communauté Notion, il y a une mixité qui est très développée. Et il y a finalement autant d'hommes que de femmes sur le groupe Facebook. On est à peu près dans ces proportions-là aussi sur le groupe Discord, ce qui en termes de proportion n'a rien à voir avec le Slack de nos codes France au global, par exemple, ou de façon générale les communautés IT ou tech. Et un des trucs qui était vachement intéressant, c'est que en interviewant ces femmes qui sont reconnues comme expertes de Notion, parce que justement, elles ont construit des dispositifs aboutis, euh, elles ont toutes parlé d'une espèce de bienveillance dans les communautés qui est liée un peu à la baseline de Notion. Alors, j'ai vu qu'elle venait de changer parce que maintenant, ils ont intégré la dimension d'AI dans la baseline, mais auparavant, c'était construisez des documents à votre façon. Et ce truc de liberté totale d'utiliser un Notion aussi bien pour faire une liste de courses que pour faire une base de données hyper avancée, c'est un truc, je pense, qui a permis de se sentir à l'aise selon un peu pour tous les niveaux de pratique et finalement d'arriver un peu comme on est, quitte à après se développer et aller plus loin. Et il y avait une observation que toutes quasiment m'ont remonté sans se concerter pardon, et en pensant être les seules, c'est que avec l'intégration de l'API, donc dans Notion, donc c'était en 2022, Ouais, enfin 22, ouais. 2021, 2000, Mm. voilà. En fait, il y a des discours qui ont commencé à être vachement dans l'injonction de ah non, mais c'est dommage de ne pas exploiter le plein potentiel de Notion, de ah, tu fais ça, mais quand même, est-ce que tu n'as pas pensé à mettre une automatisation ici? Et en fait, toutes étaient reconnues pour leur expertise. Et la grande majorité m'ont dit, bah là, en fait, je suis en train de me poser la question de ma légitimité parce que je suis confrontée à des profils, alors souvent d'hommes ayant une expertise particulière et débarquant parce que tout d'un coup, ça devenait être intéressant parce qu'il y avait des automatisations, à être dans ce discours de ah, mais est-ce que tu n'as pas pensé ah, mais ah, peut-être tu devrais, ah, mais si j'étais à ta place, je le ferais, et qui finalement vient créer une forme d'illégitimité dans ces personnes-là et leur finalement potentiellement les dégoûter d'utiliser l'outil parce qu'elles avaient le sentiment de ne pas bien l'utiliser. Ce qui me semblait complètement déconnant par rapport à la philosophie de l'outil. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, je suis assez décomplexée dans mon utilisation et que j'essaie de le revendiquer parce qu'à un moment donné, il faut aussi des modèles de personnes qui sont pas techniciens, qui sont pas experts, qui se revendiquent pas comme ça, pour donner envie juste d'aller découvrir l'outil par curiosité et puis l'utiliser pour des trucs un peu bêtes et méchants. Et puis peut-être que dans cette population qui découvrira l'outil, après il y a des gens qui auront envie de pousser, mais en fait on s'en fiche. Peu importe si on reste à juste utiliser Notion pour sa liste de courses. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est vrai que l'API, du coup, j'avais vu justement un peu les différentes réactions du coup autour. C'est vrai que ça avait beaucoup justement été dans ce que tu dis. Et justement, en fait, par rapport à tout ça, comment t'en es arrivé en fait à, tu vois, à vouloir en fait approfondir justement ce sujet autour de Notion et à le partager. Alors, tu en as parlé du coup sur ce côté, justement, le côté modèle, du coup, qui fait par rapport à l'injonction, ce qui est totalement le cas. Voilà. Comment t'en es arrivé à vouloir en faire? En fait, au début, c'est vraiment parti de juste poser des questions au sein de la communauté et juste mettre en évidence ce décalage entre le discours de la diversité magique et de la réalité.
de ce que j'observais. Donc, c'est passé voilà, par des questionnements. Et puis, je pense que oui, ça a eu un petit peu d'écho. Donc, on m'a proposé d'intervenir notamment au premier meet-up post tous les confinements qui a eu lieu à Nantes, à la cantine. Et donc, là, effectivement, j'ai fait une mini-conf pour évoquer à quel point ça me semblait problématique de dire que le no-code c'est facile, que tout le monde peut le faire, etc., avec des arguments que j'ai un peu évoqués et l'exemple de la course à pied. Et de fil en aiguille, il y a eu l'idée alors déjà de construire l'association No Code France. Et donc, on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration. Je t'avoue que j'étais pas très partante au début. Et pour une question de représentation et de me dire, en fait, il faut qu'il y ait une femme qui puisse y être. Et peut-être que derrière, ça va juste donner l'envie ou l'idée à d'autres de prendre la place. Bon, je vais prendre une de ces deux places, puisqu'on était deux femmes sur les six des membres fondateurs. Et du coup, là, c'est posé la question de est-ce qu'on ne créerait pas des groupes de discussion, une guilde dédiée à la diversité et à l'inclusion. Et là, je pense que dans mon idée, je me suis dit toutes les personnes qui vont se présenter pour faire partie de ce groupe de discussion, c'est des personnes qui sont intéressées par le sujet, qui probablement se sont déjà documentées sur le sujet, et ça va être super, on va trouver des solutions ensemble. Et je suis un peu tombée de ma chaise parce que dans les premières discussions, en fait, il y a eu très vite des personnes qui disaient, attendez, quand même, on n'arrête pas de parler des hommes blancs hétéros. Faut arrêter de les stigmatiser. Ils n'ont rien fait. Et puis, tout un tas de discours qui venaient juste questionner des faits. Et en fait, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, parce qu'en fait, c'est pas forcément dans ce groupe-là que va émerger des solutions, ou alors il y a des solutions qui pouvaient émerger, mais en fait, quand on les creusait, on se rendait compte que sur ces sujets de diversité, d'inclusion, il y a des fausses bonnes idées qui peuvent s'avérer parfois carrément toxiques. Je te donne l'exemple de l'idée qu'on a pu avoir au début de créer un annuaire des femmes dans le no-code. Et ça partait vraiment d'une bonne idée. Ça paraît être une bonne idée, sauf que finalement, tu te rends compte que s'il n'y a que des femmes dans cet annuaire-là, en fait, la légitimité pour y être, c'est pas forcément d'avoir une expertise, c'est d'être une femme. Donc, du coup, quelque part, c'est délégitime l'expertise qu'on reconnaît pour ces femmes-là. Et puis, en fait, quand on pousse le truc, on ne ferait pas ça pour des Noirs ou pour des handicapés. On ne va pas créer un annuaire des personnes noires qui font du no-code ou des personnes handicapées qui font du no-code. Donc, en fait, ça n'a pas forcément de sens en tant que tel. Et puis, c'est... non seulement l'impact serait limité, et en plus, ça pourrait avoir des effets pervers. Donc, vraiment, j'étais un peu dans une impasse. Au début de l'année 2022, j'ai vu passer une vidéo de Vincent Creacity qui présentait 8 experts et expertes à Notion à suivre dans l'année. Et en fait, là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas vu une illustration de vidéo YouTube avec 4 hommes et 4 femmes. Et en gros, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Et donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que du côté de Notion et on va dire des communautés dédiées à Notion, j'ai l'impression de voir un petit peu plus de femmes. Et donc j'ai poussé un petit peu le truc, j'ai pris contact avec Camille qui animait la communauté. C'est là que toutes les deux, effectivement, on a commencé à regarder les stats du groupe Facebook, de voir qu'on était à la parité, de voir que grosso modo, ça se retrouvait à peu près sur le Discord, même s'il n'y avait pas de stats officielles. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser. Qu'est-ce qui fait que au sein de la communauté Notion et de la pratique de cet outil-là, on retrouve plus de mixité que dans d'autres communautés autour de d'autres outils. Et j'ai profité d'une espèce d'excuse et d'avoir l'invitation à faire une conférence au Web Today grâce à Amandine,
pour me dire, voilà, je me fixe cette deadline et l'objectif de cette conférence pour mener une étude, à la fois en interviewant des expertes de Notion pour comprendre leur parcours, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles avaient trouvé l'outil, elles avaient développé cette expertise, et puis de mener des observations sur les modes de communication et de parti pris de Notion en tant que tel. Bah, et d'ailleurs, la conférence, je crois elle est pas en ligne du coup, si je dis pas de bêtises. Alors, C'est elle vrai que n'a je l'ai pas été cherché pas mal de captée fois. au Ouais. Web Today, mais Ouais. du coup, on m'a proposé de la refaire Ok, à l'occasion d'un Meetup Notion qui s'est déroulé à Nantes en janvier 2023. Et donc là, elle a été captée. Donc, on d'accord. peut la retrouver Ok, ok. effectivement à l'occasion de ce Meetup. Bah, j'essaierai de la retrouver pour la rediffuser. Ouais, C'est vrai que du coup, j'ai essayé de la récupérer, la regarder de nouveau il y a pas mal de temps. ouais, Puis j'en parle assez souvent d'ailleurs mm, du coup de la conférence autour. Je trouve passionnant justement ce travail d'enquête que tu as fait autour des parcours, autour de l'adversité, autour de l'inclusion. mm, Ça prouve aussi tellement de choses aussi liées aux valeurs du coup autour de Notion et aussi à mm, l'accessibilité parce que ça me faisait mm, rebondir tout à l'heure à ce que tu disais sur l'injonction notamment. Euh, il y a ce côté liberté de pouvoir utiliser un outil sans aucune barrière du coup sociétale. Bah, c'est vrai que c'est pas tellement le cas en fait avec d'autres outils. Et c'est vrai que enfin, c'est hyper passionnant de mettre en lumière justement tout mm. ça autour. Et du coup, par rapport à No Code France et une manière un peu générale associée au NoCon, euh, comment, est-ce que lié aussi au RH, euh, il y a le no-code en fait et Notion transforme quand même beaucoup les métiers. Alors souvent on met un peu en lumière les métiers peut-être plus techniques ou les métiers en rapport avec la bulle numérique, mais ça transforme aussi beaucoup les autres métiers autour, tous les métiers. Comment tu vois en fait cette vision des choses, de voir justement bah, le no-code dans des postes qui ont rien à voir avec le numérique justement. Genre du coup bah, avant on parlait d'Excel, maintenant on parle peut-être de Notion, je sais pas s'il y a des annonces autour, mais pour certains métiers, mais en tout cas ouais, c'est hyper intéressant. J'avais fait l'exercice il y a quelques mois d'aller regarder un petit peu la représentation des métiers qui pouvaient tourner autour du no-code sur Welcome to the Jungle, par exemple. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des métiers qui émergent alors qu'ils peuvent avoir plusieurs titres de fonction. Alors, il y a le fameux product builder qui a été très populaire, même si derrière, en fait, les réalités sont tout à fait différentes et recouvrent pas forcément les mêmes choses. Je suis pas forcément ultra fan de ce terme-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, au-delà de chercher des titres, en tapant des mots-clés, et notamment en tapant par exemple Airtable, alors Notion, c'est plus difficile parce que du coup, le mot notion peut se retrouver dans plusieurs types de contextes et pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'outil. Mais en tout cas, Airtable ou Typeform ou Bubble étaient intéressants à chercher parce qu'on se rendait compte que ça pouvait être, enfin, c'était des compétences qui étaient recherchées et pas forcément sur des jobs 100% no-code, mais plutôt en interaction avec des personnes qui faisaient 100% du no-code ou en complément d'autres éléments de la fonction. Donc effectivement, je suis assez persuadée que la pratique de ces outils-là va être de plus en plus recherchée et c'est tout à fait l'exemple que je donnais il y a quelques mois après cette recherche, de dire il y a quelques années, on avait maîtrise de l'environnement Microsoft avec entre parenthèses Excel, Windows, etc. Et en fait, maintenant, on a très spontanément des listes avec un Notion ou avec un Airtable, par exemple. Donc ça, c'est effectivement une des évolutions que je vois. La deuxième, pour le coup, qui m'est venue en réflexion depuis que je suis chez Murphy, c'est que moi, aujourd'hui, alors, mis à part Notion, j'ai pas d'utilisation quotidienne d'un outil théoriquement identifié comme un outil no-code. Pour autant, alors j'avais quitté le recrutement et du coup les logiciels de recrutement, ce qu'on appelle les ATS, il y a 2 ans, dans mon dernier job opérationnel.
Et là, en retrouvant un outil qui s'appelle Team Taylor et en voyant les discussions dans la communauté, en fait, je me rends compte que on retrouve des logiques no-code, et notamment des logiques d'automatisation, dans des logiciels métiers, qui peuvent être donc là un logiciel de recrutement, mais probablement qu'on va retrouver. Alors, je pense que les CRM, justement, ont été les premiers à intégrer des fonctionnalités comme ça, mais sans doute dans d'autres types d'outils qui vont être des outils métiers et qui ne vont pas du tout revendiquer de faire du no-code, mais qui vont permettre de construire des automatisations, de construire des interfaces comme là, dans le cas de l'ATS, en fait, ça permet de faire un mini-site carrière, donc avec des logiques de drag and drop pour construire ce site-là sans avoir de capacité à coder. Et donc, oui, une des évolutions moi, que j'entrevois, c'est que les logiques no-code, en fait, sont en train de s'infuser dans plein d'autres pratiques, soit en passant par des outils sur l'étagère qui commencent à devenir super populaires, soit tout simplement en intégrant des outils de métier et sans se revendiquer du no-code. Et est-ce que justement, ce qui vient en écho, on parle beaucoup de transition numérique, et souvent il y avait peut-être une vision en fait très tech un peu des choses, très bulle en fait en soi. Euh, Est-ce que justement en fait pour toi tout cet univers, en tout cas No Code, Notion et tout ce qui va autour, euh, derrière le terme No Code qui est aussi peut-être à débat autour, est-ce que ça permet pas aussi d'accélérer en fait en quelque sorte, alors, même si c'est pas forcément un grand mot, de diffuser en fait justement ouais, d'accélérer ouais, la transition numérique auprès de personnes, de métiers qui justement n'utilisaient pas forcément jusqu'ici. Et je pense notamment Notion, moi je suis toujours étonné de voir la diversité. Mm. Notamment sur le Discord du coup de Notion en français, de la diversité d'usages de personnes qui questionnent autour de telle base de données avec tel usage, c'en est sûrement aussi un des effets du coup. Ouais, sans doute que le fait que ce soit des outils accessibles va permettre à des personnes qui en fait n'auraient pas imaginé pouvoir rentrer dans des éléments techniques ou pouvoir être autonome dans la construction de sites, etc. Ça va leur permettre de le faire. Par contre, je ne crois pas du tout au fait qu'on va aller toucher 100% de la population. Et que par exemple, sur la notion de transition, en fait, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas capables ou ne voudront pas faire parce que ça reste des éléments qui sont liés à des appétences, à des éléments de personnalité ou de capacité intellectuelle à se mettre dans ces logiques-là. Et donc, pour moi, même en intégrant comment dire, la possibilité d'accéder à des outils no-code, ça va pas faire euh, une révolution où chacun fait soi-même tout le temps. Et c'est pour ça que je trouve intéressant le fait aussi qu'il y ait des agences no-code maintenant ou des freelances no-code qui font une espèce de transition et qui permettent de se dire que en fait c'est pas grave si je sais pas le boulanger qui pourrait faire son propre site internet en no-code parce que ça serait théoriquement accessible, ben, en fait, il continue à sous-traiter. Par contre, il va pouvoir sous-traiter à des profils qui vont lui faire son site internet pour peut-être moins cher qu'à une époque et peut-être lui rendre accessible au moins de la mise à jour ou de la maintenance parce que malgré tout, ça sera quand même un petit peu plus accessible. Donc, je pense que, en fait, le spectre de je ne fais rien à je fais tout par moi-même en codant, il reste le même. C'est juste que y a des curseurs, des nouveaux curseurs qui se positionnent et qui permettent de faire un petit peu plus par soi-même ou de faire faire par d'autres, mais tout en comprenant mieux comment les choses sont faites. Et que du coup, ouais, ça affine toutes les possibilités intermédiaires entre ces deux extrêmes. Ah, c'est intéressant tout ce que tu dis et sur le côté, le mot affiné, justement, il y a le Mm. côté vraiment, ça passe pas de 0 à 100, justement, d'un coup, Ouais. sur l'ensemble, mais c'est un pas complémentaire par rapport à tout ce qu'il y a peu avant, et donc une barrière qui, du coup, se réduit au fur et à mesure, qui s'affine, du coup. Mm. Et justement, ça fait aussi écho
aux différentes fausses idées qu'on peut trouver justement autour du no-code. C'est quelque chose que, au sein de CodeFranc, je pense que vous avez déjà pas mal discuté, évoqué tout autour. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu en as quelques-unes justement comme ça qui te sautent un peu aux yeux de fausses idées que des personnes peuvent avoir Ah bah, la première et celle que je combats, c'est vraiment dire que le no-code c'est facile. Et ça me hérisse le poil, ça Mm. me met même carrément en colère parce que dire que le no-code c'est facile, bah, c'est encore une fois invisibiliser toutes les difficultés à l'entrée qui peuvent exister et qui sont peut-être pas visibles pour bah, les personnes qui ont plein de privilèges d'un point de vue équipement informatique, d'un point de vue temps, liberté enfin, mentale et puis capacité intellectuelle. Et euh, ça me met en colère parce qu'en plus, pour moi, c'est vraiment contre-productif dans le sens où, à force de répéter que c'est facile, bah, du coup, les gens qui disent que c'est facile. Et en réalité, il y a quand même une diversité d'outils qui fait que bah, si tu te confrontes pour la première fois à un bubble, par exemple, en fait, la marche à l'entrée, elle va être quand même beaucoup plus importante que quelqu'un, je ne sais pas, qui démarrerait par un Notion ou peut-être un Typeform ou un Glide même, enfin, peu importe. Et en fait, si ce discours de le no-code c'est facile, il est intégré, ça veut dire que les personnes qui vont rencontrer des difficultés vont intérioriser les raisons de ces difficultés comme étant liées à elles et pas à des outils et à la difficulté propre à ces outils-là. Donc, pour moi, plus on répète que c'est facile, plus on risque d'avoir des déconvenues de personnes qui arrivent, qui tentent, et puis qui finalement abandonnent en se disant qu'elles ne sont pas capables. Ouais. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce côté-là. Il y a, c'est vraiment, vraiment un biais en fait extrêmement important. Un peu aussi sur le côté financier du coup aussi où on peut avoir l'impression que c'est moins cher ou autre et ça dépend Oui, beaucoup des usages, ça dépend beaucoup de l'environnement, des personnes, ouais, différentes choses. En fait on a l'impression d'une certaine enfin, il y a des raccourcis du coup qui sont faits, ouais. mais comme dans beaucoup d'autres sujets, du coup, et c'est vrai que ça reflète, voilà, de toute façon, la société de manière générale, du coup, et les pensées autour. Ouais, c'est marrant. Une partie sur l'IA, est-ce que toi tu l'utilises? C'est vrai que bah, il y a Notion AI par exemple qui est sorti il y a quelques temps, et puis il y a toute l'explosion en tout cas un peu, enfin l'explosion c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui est passé pour moi sur l'année écoulée dans le côté grand public du coup, Mm. notamment auprès bah, des jeunes, moins jeunes tout ça. Euh, Comment toi tu vois les choses? L'IA, c'est vrai que c'est un sujet lié à l'inclusion, l'activité et compagnie, moi qui pose problème, mais voilà. Ouais, j'en ai pas encore je m'en suis pas fait une idée définitive. Alors, j'ai bidouillé, je pense, comme pas mal dans ChatGPT quand la version gratuite est sortie. J'y ai pas vu on va dire, de révolution, hein, en tout cas dans le cadre de ce que j'ai testé, de mon métier et tout. Après, j'ai pas fait de recherche hyper avancée pour trouver des bons prompts et trouver la manière de dompter l'IA. Donc, ça reste pour moi un élément de curiosité. Je pense que de toute façon, euh, c'est une révolution qui est en cours, laquelle on peut difficilement rester voilà, indépendant. Donc, il vaut mieux essayer de comprendre et essayer d'en tirer parti pour, pour s'en sortir et puis pour en parler autour de soi et aider les gens qui sont peut-être pas aussi proches de ces thématiques-là à comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Après, tu vois, typiquement, là, dans Notion en tant que tel, pour l'instant, moi, c'est plus j'allais dire un élément d'agacement parce qu'on sait que on n'aura pas de budget euh, pour implémenter l'IA et l'utiliser de façon illimitée. Donc, en fait, on en reste juste à ces pop-up Ah, vous voulez pas utiliser l'IA? Et non, en fait, je m'en fiche. Ça me crée juste de la friction dans mon utilisation quotidienne de Notion. Mais bon, ça, c'est plus C'est... à titre Ouais. d'anecdote, quoi. Ah, mais ça c'est quelque chose du coup depuis qu'ils ont forcé un peu la main en tout cas de Notion AI et d'ailleurs enfin, c'est possible du coup d'enlever du coup mais il faut
leur envoyer Oui, un mail, du coup, dans ce qui voilà, c'est ça. rend Et puis c'est à l'échelle de l'activité. l'entreprise. Et pour le coup, on a des collègues qui veulent quand même utiliser on va dire la partie gratuite Ouais, de les test. crédits Donc gratuits. on ne s'est pas précipité pour désactiver le truc, quoi. Non, mais du coup, c'est ouais. Non, non, c'est intéressant que tu dis ça. J'ai l'impression qu'on est tous à chaque fois là-dessus, sur la petite barre d'espace qui fait, Mm, voilà, les c'est petites ça. Notionary. Euh, du coup, en tout cas, et on arrive sur la fin. Merci, du coup, pour tout Bah, avec l'échange. plaisir. C'était vraiment cool. On a pu explorer plein de sujets. Et puis, je remettrai le lien, du coup, pour ceux que ça intéresse, du coup, de ton enquête, du coup, Ouais, qui est avec plaisir. vraiment intéressante, du coup. Merci, du coup. Bah, merci, merci Tony pour ton invitation. C'était très chouette comme discussion. C'est la fin de l'épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explore.